Bonjour tout le monde, ou bien bonsoir, Sahar Mdankom. J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation du cours de culture et civilisation de la langue, CCL, niveau deuxième année. Mes étudiants sont priés de consulter cette vidéo. Vous pouvez la trouver sur le lien qui se trouve dans le PDF téléchargeable donc sur le site de l'université. C'est un cours qui porte sur le reste du programme ou bien sur le S4. Voilà. Voilà, bonne écoute. Alors bien évidemment, compte tenu de la situation exceptionnelle qu'on vit actuellement, due au Covid-19, donc j'ai pris la décision de mettre en ligne cette vidéo du cours de civilisation, donc dans une version plus ou moins allégée, ce afin de valider donc le deuxième semestre de l'année universitaire et vous permettre à vous, hein, étudiants, de se préparer au prochain examen. Voilà. Alors on commence par le cours numéro 4, ou bien le premier cours, si vous voulez, du S4, du semestre 4. Donc la France au 21e siècle. Vous avez donc ici une photo de Paris. C'est une belle photo d'ailleurs. Euh, Paris qui me semble, c'est la ville la plus visitée, hein, au monde. C'est la ville qui attire le plus grand nombre de touristes. Voilà, on va enchaîner. Donc la France au 21e siècle. Alors on commence. Je vais juste faire comme j'ai l'habitude de le faire, hein, c'est-à-dire je vous lis et j'explique en même temps. Je crois que ce cours on l'a déjà fait. en- je l'ai déjà expliqué, mais c'est pas grave, je vais je vais refaire pour ceux qui n'ont pas assisté. Alors, le 1er janvier 1999, l'euro, donc la monnaie, est lancé sous sa forme immatérielle, avec l'introduction des billets et des pièces qui se fera plus tard, le 31 décembre 2001. L'euro est lancé d'abord sous sa forme, si vous voulez, électronique, ou après, petit à petit, la monnaie européenne sera lancée sous une forme physique, si vous voulez, des billets ou bien des pièces. Dans les États membres de l'Union européenne, tels que la France, l'Allemagne et la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, la Finlande et les Pays-Bas, etc. La nouvelle monnaie européenne, qui en termes de transactions se place juste derrière le dollar, c'est-à-dire que c'est une monnaie d'échange, si vous voulez. Les transactions, ça veut dire les échanges, hein, entre différents pays, par exemple. Donc, elle vient juste derrière le dollar. Illustre donc un des aspects de la mondialisation de ce 21e siècle. Et c'est vrai. La France et l'Allemagne sont considérées comme les deux plus grandes puissances de l'Union européenne, dont le siège se trouve à Bruxelles, en Belgique, et le Parlement à Strasbourg. Strasbourg qui se trouve en France, hein. Sur le plan politique, le fait remarquable depuis une vingtaine d'années en France, c'est la montée de l'extrême droite, euh, incarnée par le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National. Vous aviez auparavant le Jean-Marie Le Pen, qui est le fondateur, hein, du Front National. Le Front National et l'extrême droite, c'est vraiment les partis qui incarnent un peu l'extrémisme, qui prône une France plus chrétienne, plus blanche, entre guillemets, qui refuse un peu euh, les politiques d'immigration, qui critique beaucoup aussi l'islam. C'est un parti d'extrême, extrémiste, si vous voulez. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen, le président de ce parti, est arrivé au second tour de l'élection présidentielle de 2002
C'est-à-dire qu'en France, il y a un premier tour lors des élections présidentielles. Vous avez comme ça plusieurs candidats. Et il y a toujours deux candidats qui font, si vous voulez, une finale, hein. C'est-à-dire, après, il y aura une autre élection, 15 jours après, je crois, pour désigner le président de la France. Et Jean-Marie Le Pen est arrivé justement à ce second tour, ou bien cette finale, remportée par Jacques Chirac. Alors que sa fille, c'est-à-dire Marine Le Pen, qui a repris le flambeau, si vous voulez, qui a repris la direction du Front National, elle est arrivée, elle aussi, au second tour en 2017. Et face à Emmanuel Macron, elle a perdu. Et donc, depuis une vingtaine d'années, donc l'un des faits marquants, c'est vraiment la montée du Front National. Aujourd'hui, on l'appelle le Rassemblement National. Alors, nous sommes en 2020. Il y a un autre fait marquant, si vous voulez, ou un fait important en politique en France, c'est que les partis traditionnels de gauche et de droite, vous avez le Parti socialiste de gauche et les républicains, hein, à droite, perdent beaucoup de terrain. C'est-à-dire que ils n'arrivent plus à convaincre les Français. Lors de la dernière élection, justement, je crois que il y a eu donc Macron avec son parti La France en marche, euh, et donc Marine Le Pen. Il y a eu aussi Mélenchon qui fait un parti un peu de la gauche, l'extrême gauche un peu. Et ensuite, vous avez la droite traditionnelle, puis la gauche avec le Parti socialiste, qui sont à la traîne, hein, depuis pas mal d'années. Ils n'arrivent plus à convaincre les Français. L'actuel président français incarne le nouveau visage du paysage politique français. Donc ce jeune président, qui a été élu en 2017, n'avait même pas 40 ans. Cet ancien banquier souhaite à la fois libérer l'économie et protéger les Français. Le premier objectif a pris le pas sur le second. Ça, c'est pas ma citation, c'est pas moi qui a écrit ça. J'ai pris cette formulation du journal Le Monde. Et ça, c'est juste pour vous expliquer que, si vous voulez, le nouveau visage, pas seulement de la France, mais je pense aussi du monde, hein, est en train de gagner du terrain, c'est-à-dire que on est de plus en plus dirigé par la finance, voilà, la finance internationale. Et Macron incarne un peu ce visage, hein. Donc, vous savez, durant les élections, lorsqu'il y a la campagne électorale, etc., les candidats vont, bien évidemment, pour gagner la confiance des électeurs, vont faire des promesses, hein. Pendant des mois et des mois, ils vont essayer de convaincre les gens pour voter pour eux. Et généralement, bon, c'est difficile de tenir toutes les promesses. Euh, Macron donc avait dit qu'il souhaitait libérer donc l'économie et protéger en même temps les Français. C'est quand même difficile, hein, voilà, dans un contexte de mondialisation où il y a la concurrence avec d'autres pays, d'autres régions même, hein, comme l'Asie par exemple, avec les géants chinois, japonais, coréens, les Américains, les Canadiens. Il y a aussi l'Afrique qui arrive. Donc l'Europe et la France sont quand même à bout de souffle, hein, économiquement. Et on va voir plus tard pourquoi, hein. On va voir à cause de qu'est-ce qui est arrivé à l'économie française. Alors, je continue. Fin 2018, Macron fait face à une crise sociale importante avec l'apparition du mouvement dit les Gilets jaunes,
qui réclament principalement donc la baisse des impôts, plus de travail, etc. Donc fin 2018, je crois que c'était en décembre, les Gilets jaunes, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce mouvement, donc des manifestants qui portaient des gilets de couleur jaune qui descendaient donc dans la rue pour occuper les ronds-points. Ils occupaient aussi une bonne partie enfin beaucoup de places importantes à Paris, notamment l'Arc de Triomphe. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de violence hein, ce jour-là. Donc, les Gilets jaunes réclament donc ils réclamaient, hein, parce que le mouvement il s'est un peu essoufflé, et avec le Covid-19, bon, ils n'ont plus droit de se retrouver, mais ils réclamaient surtout donc une certaine dignité, et surtout, il faut savoir que en France, depuis quelques années, les gens ont du mal à boucler la fin de leur mois. Les temps sont difficiles, il y a l'inflation, il y a une baisse des salaires, il y a le chômage, il y a la délocalisation aussi, on va le voir après. Donc tout ça fait que la France des années 2010, c'est une France qui est un peu en crise, hein, une crise économique et sociale. Voilà. Alors pour le secteur du tourisme, la France se place au premier rang des pays les plus visités au monde, avec le chiffre record de 90 millions de touristes quand même en 2018. Paris est la première destination des touristes, donc vous avez beaucoup de sites touristiques connus, la Tour Eiffel, le Louvre, le château de Versailles, etc. Par ailleurs, la France s'engage militairement dans plusieurs guerres et conflits, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, le Mali, une politique contestée par de nombreux hommes politiques français. Le pays connaîtra ensuite, ou bien connaîtra surtout une vague d'attentats sans précédent. Donc le 13 novembre 2015, Paris est la cible d'une série d'attaques spectaculaires dont la prise d'otages du Bataclan. Le bilan est très lourd, hein, 130 morts et plus de 400 blessés. Une année plus tard, vous vous rappelez peut-être de cette image terrible hein, de ce camion conduit par un terroriste et qui fonce sur la foule. Donc dans la ville de Nice, qui célébrait, enfin les gens célébraient le 14 juillet sur la célèbre promenade des Anglais. Donc la promenade des Anglais, c'est un grand boulevard à Nice. C'est une sorte euh, enfin, c'est le boulevard le plus connu à Nice. Donc on dénombre 86 morts, c'est un bilan terrible. Donc cette année-là, 2015, fut assez particulière hein, pour la France. Donc 2015-2016, c'était assez terrible. Donc voilà, donc on continue. On passe vraiment à autre chose. Donc donc la mondialisation ne touche pas seulement l'économie. Grâce à Internet, aux réseaux sociaux, au tourisme et aux médias, il est devenu difficile de sauvegarder ce qui est authentique tel que les coutumes ou la culture locale d'un pays. La culture devient une culture sans frontières, mais on parle le plus souvent d'universalité comme en littérature. Ça c'est vrai, la mondialisation n'est pas seulement une question d'économie, hein. Aujourd'hui, vous avez la preuve avec le coronavirus, avec le Covid-19, comme on l'appelle dans le milieu médical. La crise actuelle, elle traduit vraiment la mondialisation, euh, c'est-à-dire que au départ, ce qui était apparemment un problème sanitaire chinois, un virus qui touche une ville en Chine, va rapidement, en quelques semaines, toucher le monde entier, hein. Il y a pas
un territoire, un continent, un territoire, un pays où le virus n'a pas fait son apparition. Je crois qu'il y a peut-être certaines petites îles qui ont été épargnées, mais tous les pays pratiquement ont été touchés. Et ça reflète un peu cette mondialisation qui est exceptionnelle à mon avis. On vit des moments exceptionnels parce que il n'y a plus de frontières, hein, il n'y a plus de, il n'y a qu'à regarder aujourd'hui, justement, avec le coronavirus, la crise que vivent actuellement les compagnies aériennes. Euh, et quand on voit aujourd'hui le nombre d'avions qui sont cloués au sol et qui ne peuvent plus décoller, euh, on se rend compte que ben, l'homme voyage tout le temps, l'homme du 21e siècle. euh, c'est impressionnant quand on nous montre par exemple les images à la télévision, on nous montre comme ça les aéroports, vous avez vu les panneaux des destinations. Vous avez pratiquement toutes les villes, hein. Vous avez par exemple dans l'aéroport de New York, il va desservir toutes les villes du monde, hein. C'est incroyable. Et c'est ça la mondialisation. Euh, il y a toujours du mouvement, il y a de l'errance aussi, hein. Il y a le voyage, mais il y a aussi le contact aussi entre les individus. Et il y a aussi les réseaux sociaux qui favorisent énormément cette mondialisation. Et donc, j'ai donné l'exemple comme ça de la littérature, c'est pour vous faire comprendre, hein, ce que c'est que aujourd'hui le phénomène de la mondialisation par rapport à la culture. Donc, je continue. Donc, les auteurs francophones tels que Amin Malouf, Yasmina Khdara, Boualem Sensal, qui sont les deux sont algériens. Amin Malouf, il est libanais. Ou encore Atik Arahimi, qui est un écrivain afghan qui écrit en français, remporte un franc succès auprès du public français, tout comme la musique. Alors, vous avez la French Touch qui se fait connaître un peu dans le monde, ou bien le cinéma, donc les films intouchables, The Artist, ou encore les productions de Luc Besson. Vous vous souvenez, on a vu ça lors du premier semestre. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, la mondialisation est aussi culturelle. Des écrivains comme Yasmina Khadra, par exemple. Voilà, Yasmina Khadra n'écrit plus, ou presque plus, ou presque pas, de sujets sur l'Algérie. C'est plutôt, voilà, il écrit sur des faits, sur des thématiques qui sont aujourd'hui un peu internationales. Je pense, par exemple, il a publié un roman qui s'appelle Khalil. Ça parle des attentats de Paris en 2015. Il a écrit un autre roman. Le personnage principal, il est au Maroc. Donc c'est un peu, c'est ça, hein. Les auteurs sont aujourd'hui très portés sur une littérature de plus en plus universelle. Voilà. Alors, la France connaît ces années 2000-2010 une certaine prospérité économique et sociale, bon, à l'exception de quelques crises. Alors, j'ai écrit ça avant la crise du Covid-19. On ne sait pas ce que ça va être, hein, avec comment la crise économique va. Est-ce elle aura vraiment des répercussions graves sur l'économie européenne et l'économie mondiale? On ne sait pas encore. Alors le pays ne reste pas en marge des bouleversements qui touchent le monde, notamment la révolution numérique. Donc, comme tous les pays européens ou occidentaux, c'est vrai que la France, voilà, elle suit un peu le mouvement et la France elle s'en sort pas mal, hein. Enfin, en termes d'économie, enfin dans le secteur numérique, c'est vrai que les entreprises françaises, voilà, elles sont plus ou moins performantes. Alors, entre parenthèses, j'ai mis la performance de certaines villes françaises telles que Bordeaux. Il paraît que Bordeaux, aujourd'hui, c'est la ville la plus dynamique en France. C'est l'une des villes les plus dynamiques.
Alors, le climat, donc vous avez le mot le climat souligné, avec la tenue en 2015 en France de la conférence internationale sur le climat, la COP 21, et l'adoption de l'accord de Paris dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'était voilà, une grande victoire, hein, pour la France et même pour le monde, hein, cette COP 21. Un accord sur le réchauffement climatique. Sauf que, par exemple, Trump euh, va annuler cet accord, enfin du côté américain, hein. Il va pas accepter, il va remettre en cause cet accord lorsqu'il fut élu président. Voilà.